Nous sommes toujours au cœur de la Maison de l'Océan, à Paris, avec une question là encore cruciale pour les Outre-mer. Comment libérer les potentiels économiques? Pour en parler, un trio d'experts. Jérôme Perrin est directeur du réseau Outre-mer de la BRED Banque Populaire. Cyril Comte est président du groupe Citadel. Arnaud Michon est responsable de l'équipe secteur privé Outre-mer à l'AFD. Ils échangent tout de suite avec Romain Gonzalez, journaliste au Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci Boris, merci messieurs d'être présents à l'Institut océanographique aujourd'hui. On a 40 minutes pour évoquer la libération des potentiels économiques. Ça sous-entend déjà qu'ils sont quelque peu prisonniers. On pourra questionner cette acception-là. Cyril Comte, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous. Est-ce que vous diriez que les entreprises en Outre-mer, elles ont mauvaise presse? En ce moment, il y a une réutilisation d'Hamlet au cinéma. Est-ce qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des entreprises ultramarines ou pas, selon vous? Alors oui, en étant entrepreneur, on a l'impression qu'elles ont mauvaise presse. Alors peut-être qu'on se victimise, mais dès qu'on parle de l'entreprise outre-mer, et pas que localement, mais souvent, alors pas Le Point probablement, mais les médias nationaux qui évoquent les entreprises outre-mer, souvent les voient comme des entreprises singulières, différentes des autres. Des entreprises qui ne sont pas forcément le résultat de l'action d'entrepreneur, mais plutôt des entreprises fondées sur des rentes, sur l'exploitation d'avantages géographiques, singuliers, et qui donnent lieu à des monopoles et à des surmarges. Et donc tout le discours, d'ailleurs structuré autour de la vie chère, ne s'intéresse que rarement au problème des surcoûts, mais toujours autour du problème des surmarges. Et c'est un énorme problème de diagnostic parce que poser le mauvais diagnostic garantit de trouver les mauvaises solutions. Et donc, tant qu'on ne changera pas ce logiciel sur l'appréciation des entreprises, eh bien, on risque d'avoir des problèmes. Et vous, Jérôme Perrin, quand on a préparé cet entretien, vous avez insisté sur le fait de ne pas s'arrêter aux contraintes, au discours habituel qui ont trait aux contraintes liées aux économies ultramarines, l'éloignement, la taille des marchés, mais plutôt d'insister sur leurs particularités et les solutions qui sont spécifiques à ces territoires. Est-ce que selon vous, les entreprises ultramarines, est-ce que les entrepreneurs ultramarins ont quelque chose de différent? Et par conséquent, les entreprises ultramarines ont quelque chose de différent? Oui, je pense qu'effectivement, on entend souvent parler de contraintes pour évoquer les Outre-mer et souvent nos économies et leurs chefs d'entreprise. Les contraintes, il ne faut pas les sous-estimer ni les nier, elles sont nombreuses. L'éloignement, la taille des marchés, le marché du travail et parfois même les coûts logistiques. Mais en réalité, ces contraintes, elles sont apprivoisées, elles sont transformées comme une opportunité par les chefs d'entreprise, le tissu entrepreneurial qui est constamment obligé de s'ajuster, qui doit mieux anticiper ces sujets, qui doit optimiser ses process, qui doit travailler sur son efficacité opérationnelle en permanence. Je pourrais également évoquer la nécessité de travailler la montée en compétences de leurs collaborateurs. Donc, au fond, nos chefs d'entreprise en Outre-mer, ce sont de très bons chefs d'entreprise. Et lorsqu'on entreprend en Outre-mer et qu'on y réussit, on peut aller vraiment partout. Arnaud Michon, je me tourne maintenant vers vous parce qu'on évoque beaucoup l'insularité de certaines économies ultramarines. Ça a été l'un des projets de l'AFD, justement, de créer ces départements 3 océans pour sortir de cette insularité-là et lier les territoires ultramarins à leurs voisins. On l'a évoqué un peu ce matin avec le député Olivier Servat. Comment vous envisagez ce rôle? Comment aussi, on va dire, ça a changé votre façon de financer certaines entreprises, de les associer à leur territoire? Alors effectivement, Romain, vous avez raison. L'idée de cette direction 3 océans qui a été créée à l'AFD, vous l'aurez compris, on parle de l'océan Indien, de l'océan Atlantique et de l'océan Pacifique. C'était de traiter, de regrouper au sein d'un même département géographique dans notre organisation les DROMCOM et les pays de leur voisinage immédiat dans leur bassin océanique respectif. Donc, par exemple, Madagascar dans l'océan Indien, la Jamaïque dans l'océan Atlantique. Et en fait, l'objectif, c'est de susciter des coopérations régionales, c'est d'aider les économies ultramarines à se projeter dans leur environnement régional, pour, si possible, les aider à ouvrir de nouveaux marchés. Alors, dans un premier temps, c'est d'ailleurs peut-être plutôt un sujet de politique publique. Pour vous donner un exemple concret, dans les Caraïbes, on a lancé un dialogue entre États
pour essayer de traiter de manière globale le problème des sargasses. Vous savez, ces algues qui prolifèrent. Voilà, donc c'est un exemple concret. Je rappelle à ce propos que l'activité de l'AFD en Outre-mer, c'est grosso modo 75% le financement du secteur public et 25% le financement du secteur privé. Et vous êtes plutôt sur la partie financement privé qu'on Tout à fait, bien, ouais. Effectivement. Donc sur le secteur privé, je dirais que cette projection régionale elle dépend peut-être un peu moins de nous, puisque c'est avant tout le choix des entreprises. Mais c'est un sujet qu'on explore, auquel on travaille, en discutant avec les acteurs ultramarins qu'on accompagne déjà ou pas, de ce qu'on pourrait faire ensemble dans d'autres géographies. Donc parmi les entreprises qu'on finance en Outre-mer et avec qui on a ce dialogue, vous avez des gens comme Albioma, comme le groupe Océinde ou comme Voltalia par exemple. Cyril Comte, je me retourne de nouveau vers vous avec une question plus directe. On a évoqué, vous avez longuement évoqué aussi avec Boris Georgelin en préparation de cette table ronde, certaines des barrières structurelles de ces économies ultramarines. Je voulais voir avec vous, quelles sont-elles? On parle souvent de l'octroi de mer dans les médias grand public et hexagonaux. Est-ce que c'est toujours le cas selon vous? Est-ce que vous, au cours de votre carrière, vous vous êtes un peu épuisé face à certaines de ces barrières? Est-ce que ça vous a un peu lassé à force? Alors, typiquement, le propre du chef d'entreprise, c'est qu'il ne se lâche jamais et justement, même les contraintes l'animent. Je pense que la principale barrière, quelque part, à notre développement, c'est de ne pas en poser sérieusement la question. Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait moi 25 ans que je dirige ce groupe familial qui est présent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et depuis quelques années à La Réunion et Mayotte. Donc on a un point de vue assez large. Et je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire quelle est la stratégie de développement économique de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, peut-être un peu plus de La Réunion et de Mayotte. Donc ça c'est fondamental. Après, le problème de notre approche du sujet économique, c'est qu'on a tendance justement à ne pas le prendre sous l'angle stratégique, mais très vite à le prendre par des angles soit anecdotiques et surtout éviter les vrais sujets. Donc l'octroi de mer, c'est un des vrais sujets. Selon vous, ouais, on continue politiquement à éviter certains sujets qui fâchent. Tous, et alors c'est pas forcément que politiquement, on est tous responsables de ça. Les socioprofessionnels ont une responsabilité énorme sur le sujet. Et donc moi j'ai été président du MEDEF en 2010-2012, j'ai passé 20 ans comme administrateur du MEDEF Martinique et je dois dire que moi-même j'ai été coupable de ne pas m'intéresser aux vrais sujets. On a beaucoup de mal à parler avec les politiques. Et donc si vous voulez parler spécifiquement de... alors moi j'ai fait effectivement récemment 3 propositions autour de la concurrence, autour de l'octroi de mer et autour de ce que je proposais comme être la clause du client le plus favorisé pour travailler plus sur la baisse de nos coûts de revient que sur la compression des marges des entreprises. Mais l'octroi de mer, c'est un sujet intéressant qui nous prendrait quand même beaucoup de temps à discuter, Tout à fait. qui est je vais être direct, une absurdité économique que subissent les ultramarins. On a eu une crise majeure en Martinique qu'on a qualifiée de crise de la vie chère l'an dernier, qui avait des aspects criminels plus que douteux. Il y a eu une table ronde qui s'est ouverte. Un des premiers sujets, c'était l'octroi de mer. Très vite, il a été escamoté comme tabou dans le débat. Et pourtant, c'est un sujet clé. La France a abandonné sa politique d'octroi en 1943, sous le gouvernement de Vichy. À l'époque, les biens qui rentraient dans les villes étaient taxés, parce que c'était la façon la plus facile de taxer. Oui, parce qu'on le rappelle, l'octroi de mer, c'est la taxation des biens qui arrivent sur le territoire. Taxation des biens qui arrivent, c'est un impôt qui date de 1671, donc à une époque où effectivement on ne savait pas taxer autrement que calculer le prix des denrées qui rentraient. On est en 2026, on est quand même quelques années après 1671 et après 1943, mais tout le monde est accroché à l'octroi de mer comme un soi-disant outil de protection économique, je ne sais pas en quoi, et de protection de la production locale. On est les seuls territoires où la production locale pense sa protection autour d'un impôt qui taxe l'alternative à la production locale. Ce n'est pas comme ça qu'on développe une industrie. En général, dans tous les pays du monde, l'industrie elle est favorisée par la réduction de ses coûts de revient. Il n'y a que les Outre-mer qui font payer à leur population le surcoût de la production locale. Jérôme Perrin, on a donc un vrai enjeu stratégique, politico-économique sur les territoires ultramarins. Vous, en tant que financeur, on dit souvent
qu'on a du mal à financer les entreprises dans les Outre-mer. C'est un discours qu'on entend très régulièrement. Est-ce que selon vous, une typologie d'entreprises sont en difficulté là-bas en termes de financement, les TPE, les PME, les ETI? Est-ce que vous avez aussi une inquiétude par rapport à certaines entreprises en ce moment sur les territoires ultramarins? On parlait, avant de rentrer, de la question de l'inflation, des coûts énergétiques. Est-ce que certaines entreprises sont en difficulté? Alors oui, il y a des entreprises qui sont en difficulté, mais déjà combattre ce constat selon lequel les banques ne financent pas en Outre-mer, on a un certain nombre d'établissements bancaires présents sur tous les territoires. Ce nombre d'établissements, il est moins important si on le compare à d'autres territoires, c'est vrai, mais la concurrence est vive et le secteur bancaire fait son travail avec engagement, il finance largement les territoires. Si je prends notre engagement à nous, BRED Banque Populaire, qui sommes présents dans tous les territoires d'outre-mer, chaque année, c'est 1 milliard d'euros de financement que nous décaissons à destination des entreprises de toutes les tailles. On accompagne les petites entreprises jusqu'aux ETI, on fait du financement classique, du financement structuré, on apporte le même niveau de service en outre-mer qu'on peut le faire dans nos autres implantations. Et en réalité, ce milliard d'euros, il n'a pas tendance à baisser. Ça ne baisse pas ça comme engagement? Non, on n'a pas de politique de crédit restrictive sur les Outre-mer. Au contraire, on est plutôt volontariste, qui puisait dans des territoires où le taux de défaillance d'entreprise est élevé. Donc, on finance les entreprises. Après, à votre question sur quel type d'entreprise peut être en difficulté ou quels sont les angles morts, il y en a nécessairement. Les petites entreprises, les très petites entreprises ont des problématiques de fonds propres, ont des problématiques de trésorerie, et c'est sûr qu'il faut trouver des solutions pour les aider à grandir, à se développer. On est souvent face à des chefs d'entreprise qui créent leur emploi, qui ont du mal à créer le second emploi parce qu'ils ont des besoins structurants. Et nous, banque commerciale, on joue notre rôle, mais on ne peut pas non plus se substituer à ce sujet de fonds propres. Donc, on pense qu'il faut des dispositifs plus puissants à l'amorçage qui peuvent être portés par les pouvoirs publics. Certains existent déjà, auxquels on pourra nous associer, c'est certain, c'est notre devoir. Mais sur ces toutes petites entreprises, il y a un vrai sujet de fonds propres. Peut-être juste aussi sur la parole à Arnaud Michon, ouais. Oui, également sur l'innovation. Je pense qu'il faut qu'on aide l'écosystème de jeunes qui innovent, qui engagent des développements dans les startups. Et là-dessus, peut-être plus sur cette activité, on peut évoquer un sujet de fonds d'investissement. Mais souvent, le private equity, cette notion de fonds revient, mais sur les toutes petites entreprises, c'est vraiment un dispositif d'amorçage et de soutien des pouvoirs publics. Justement, autour de cette table, on a quand même un représentant de la puissance publique, via Arnaud Michon. On voit souvent l'AFD comme une entité qui intervient sur ce qu'on appelle des gros tickets, c'est-à-dire des gros investissements dans des infrastructures, plusieurs millions d'euros. Comment est-ce que vous, Arnaud Michon, vous vous adressez vraiment aux TPE, PME, ETI des Outre-mer, où vous dites, après tout, c'est pas notre job, pas notre marché, on a moins d'expertise que les banques commerciales, donc on laisse ça à d'autres? Alors, je vais vous expliquer comment on fait ça. Ouais, comment vous le faites? Pour commencer, je vais commencer par rappeler dans un premier temps quels sont nos secteurs et modalités d'intervention, nous de l'AFD dans le secteur privé en Outre-mer. Donc en termes de secteurs, vous l'avez dit Romain, on a un certain nombre de cibles, parmi lesquelles les énergies renouvelables, les infrastructures, que ce soit le numérique, les transports durables, le traitement des déchets, aussi les banques et institutions financières, et j'y reviendrai, mais aussi l'hôtellerie durable, la logistique, l'immobilier commercial. Voilà. Donc on accompagne un certain nombre de secteurs assez diversifiés. En termes de produits, on propose essentiellement des prêts à long terme, mais aussi des préfinancements de subventions à court moyen terme. Il s'agit de prêts à conditions de marché pour des montants effectivement à partir de 5 millions d'euros. Et ce qui est important de rappeler, c'est que l'AFD intervient en cofinancement avec les banques commerciales. C'est pour ça que je suis ravi d'intervenir. Oui, vous travaillez ensemble. Voilà, on travaille ensemble. On se connaît bien avec la BRED. On cofinance plusieurs opérations ensemble et on se parle régulièrement. Voilà. Maintenant, pour répondre à votre question spécifique sur les TPE, en fait, on a aussi d'autres modes d'intervention qui sont indirects, mais qui permettent de traiter ce segment. Le premier, c'est la SOGEFOM, qui est une filiale de l'AFD qui intervient dans le Pacifique. Voilà, dans les collectivités d'outre-mer du Pacifique, donc en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, en fait, qui fournit des garanties aux banques, à nos partenaires bancaires, pour leur permettre de proposer des prêts
à des TPE et PME auxquelles elles n'auraient pas accès sans ces garanties. Donc le volume d'activité de la SOGEFOM, il est conséquent. Hein. En 2025, c'est plus de 150 millions d'euros de garanties. Pour que les gens comprennent, vous n'êtes donc pas prêteur directement, vous êtes garant des 10 prêteurs. Ouais. Exactement. Donc on prend le risque final qu'on ne couvre pas intégralement, mais sur des quotidiens importants. Du risque est pris par l'AFD. Ouais. Et à cet égard, alors l'activité de la SOGEFOM, elle a été multipliée par 3,5 là, depuis 1 an et demi. En raison de la crise calédonienne, puisque c'est un outil qui est très plébiscité, en fait, grâce à des dotations qu'on a reçues de l'État, hein, pour, en fait, permettre de soutenir le financement de l'économie en Calédonie dans cette période difficile. Le deuxième mode d'intervention, c'est en fait, je l'évoquais rapidement, à travers le financement d'institutions financières. C'est-à-dire qu'on se sert de l'intermédiation de ces interventions, de ces institutions financières. On les finance à travers des crédits à long terme pour leur permettre de prêter à leurs clients. Et l'exemple, si on parle de TPE, je pense que l'exemple le plus parlant, c'est celui de l'ADI. Vous savez, l'ADI est un acteur très important du microcrédit au TPE en Outre-mer et c'est un de nos partenaires depuis 20 ans. Hein. On les finance tous les 2-3 ans. Le dernier prêt qu'on leur a accordé, c'était en 2024, un prêt de 45 millions d'euros. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas, entre guillemets, le guichet direct des entrepreneurs, vous êtes vraiment l'acteur derrière qui fait le garant. Exactement. Alors là c'est pas important à comprendre aussi. Ouais. En fait, on finance, une banque fait des prêts, mais elle a besoin de financer elle-même ses prêts. Et donc, on les finance à long terme pour leur permettre de développer leur activité. Ouais, exactement. Voilà. Donc, c'est un mode d'intervention. Voilà, je viens de vous décliner 2 modes d'intervention indirects qui nous permettent en fait de traiter ce. On en parlait avant justement par rapport à l'activité d'autres acteurs comme BPI. Vous arrivez à vous spécifier, à vous répartir un peu les zones d'intervention géographique pour que les gens comprennent bien. C'est que la Banque publique d'investissement a aussi ce rôle-là dans certains territoires. Et donc de temps en temps, vous évitez peut-être de vous faire ce qu'on appelle un tuilage, donc de doubler, qu'il y ait des doublons dans votre activité, j'imagine. Oui, tout à fait. Vous avez raison. La BPI est un acteur historique des garanties. Et effectivement, en tant qu'autre banque publique, eux, ils sont plutôt sur les DROM, hein, donc dans l'océan Atlantique et l'océan Indien, alors que nous, on intervient plutôt dans le Pacifique sur ce métier de la garantie. Donc c'est à peu près le même genre d'outils qui sont répartis de cette manière pour des raisons historiques. Cyril Comte, je vois un petit dessin de Xavier Gortz là, qui nous parle de règlement du racket d'importation pour évidemment parler de l'octroi de mer. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous avez un regard quand même assez critique au-delà du système fiscal sur la complexité administrative des aides. Ici, on a quand même 2 financeurs, 2 aidants. Vous parlez des problématiques de guichets, des multiples guichets de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que selon vous, ce n'est pas un problème de financement, de montant d'argent que sa distribution qui pose problème? Est-ce que vous avez eu aussi du mal à toucher des financements à des moments critiques de votre carrière, ce qui peut être important aussi à évoquer comme sujet? Alors, nous, on est dans le commerce et la réparation automobile. On n'est clairement pas dans le scope des aides européennes. Mais je prends l'exemple récemment à La Réunion, on a lancé un projet de mobilité partagée avec des trottinettes en libre service entre La Possession et Saint-Gilles, un projet qui a échoué. On n'a jamais pu être aidé parce que forcément ça n'entrait pas dans le cadre prévu, et comme la plupart des nouveaux projets, dans le cadre qui avait été anticipé. Donc le problème des outils aujourd'hui du développement, c'est qu'ils ne s'adaptent pas au rythme de l'invention ou de l'entrepreneur, puisque forcément, ce n'est pas l'appareil bureaucratique des régions qui peut anticiper là où des besoins vont être utiles. Et c'est le propre d'une économie qui permet le développement entrepreneurial, justement, d'ouvrir le champ pour que la création soit le facteur qui mobilise les aides. Est-ce que vous ne vous dites pas parfois que vous êtes aussi dans l'angle mort des secteurs industriels qui sont en ce moment peut-être les moins aidés, on va dire le secteur automobile, dans lequel en fait c'est plus une question de transition, on parle souvent plus de la transition du secteur que du secteur en lui-même, de son activité. Les secteurs industriels sont aidés dans les Outre-mer, mais à nouveau, c'est les industriels existants qui sont aidés, puisqu'on anticipe des aides. Je rappelle que, par exemple, pour bénéficier des exonérations d'octroi de mer et le fameux différentiel d'octroi de mer qui va rendre votre prix et pas votre coût de revient, c'est tout le problème, plus attractif que l'alternative, il faut faire au moins 500 000 euros de chiffre d'affaires, peut-être 300 000, ou en tout cas entre 300 000 et 500 000 euros. Je ne sais plus quel est le chiffre exact. À l'époque, on faisait de la carrosserie industrielle, on était
on était en dessous de ce chiffre, on n'avait pas droit à ces. Il faut atteindre comme au surf, il faut atteindre la barre pour après pouvoir s'amuser en fait. Donc une fois qu'on est en dessous, par on est nature un système qui ne favorise pas les nouveaux entrants. Par ailleurs, c'est calé sur des identifications de codes douaniers. Donc, si vous travaillez sur un projet qui n'est pas dans les codes douaniers anticipés, c'est mort. Donc, c'est un système qui, à mon avis, devrait être totalement revu, qui n'est pas dynamique, qui n'ouvre pas le jeu. Or, les Outre-mer, ils ont besoin d'un jeu qui s'ouvre. Le problème du développement Outre-mer, c'est que, vous voyez, même dans les conversations et les débats qu'on a eus un peu ce matin, on parle souvent de sujets qui, en réalité, nous sont complètement étrangers. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de coopération régionale. Ça devient un objet politique avec l'idée que peut-être en changeant les normes, on va pouvoir exporter des produits ou des services vers nos voisins. Et vous n'y croyez pas? Je ne l'ai jamais observé. Alors nos voisins qui sont très affaiblis en général, il faut quand même se souvenir que les voisins de la Martinique et de la Guadeloupe, c'est Sainte-Lucie, la Dominique, les Grenadines, je ne vois pas très bien où un espace anglo-saxon auquel on n'a pas accès. Donc ça, c'est des thèmes qui occupent le débat, qui donnent lieu à beaucoup de débats, mais qui fondamentalement ne produiront rien pour nos populations. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un enjeu d'efficacité à développer dans la décision de politique publique. Je prends un exemple très concret. Là, on est dans des économies fondamentalement de rattrapage. Et peut-être, alors je ne vais pas regarder, on a sûrement rattrapé à partir des années 60, quand les Boeing ont commencé à ramener des touristes ou des acteurs économiques vers nos îles, jusqu'à la fin des années 90. Mais entre 2000 et 2023, par exemple, j'ai vérifié, progression du PIB martiniquais, 87%. Progression du PIB national, 105%. Entre 2010 et 2023, progression du PIB martiniquais, 27%. La métropole, 47%. Je regardais la région Occitanie, dont je suis originaire, où j'ai été élevé à Nîmes, 52%. Je peux vous dire que l'Occitanie que je connais, il y a Toulouse, c'est quand même pas l'endroit le plus dynamique du monde. On a fait 2 fois mieux que la Martinique. Faut passer... Boris Georgelin qui dodeline un peu parce qu'il vient de Toulouse et il trouve que c'est un territoire extrêmement dynamique. Toulouse, ça marche mieux. Mais la différence entre 27% et 52%, c'est énormément de revenus perdus. Bien sûr. Pas étonnant qu'au bout de 25 ans, se posent des questions de vie chère parce que les rémunérations ne suivent pas. Vous, Arnaud Michon, vous intéressez tout de même à l'intégration régionale des acteurs économiques. Vous essayez d'y contribuer, ce partage-là. Une des missions de l'AFD, ce sont les missions autour du développement durable, on va dire ça comme ça au sens très large. Comment vous abordez cette thématique-là face à certains acteurs économiques qui, eux, ne sont pas forcément dans cet univers-là? C'est aussi ce qu'il faut se dire. Comment vous vous attaquez à ces thématiques? Et est-ce que vous essayez aussi d'évangéliser tout simplement certaines entreprises en essayant de les rapprocher de cet univers? Sur l'intégration régionale. Tout à fait. Et sur, on va dire, la transition environnementale aussi. Ouais. Non, sur l'intégration régionale, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, la différence, c'est que nous, on a une manque de développement. Donc, on essaye aussi de lier l'outre-mer, dans lequel on est présent depuis la création de l'AFD, à nos autres territoires d'intervention, qui sont les pays émergents et en développement. Et ça ne se fait pas de manière simple. Je rejoins Cyril Comte. Et ça se fait, pour ce qui nous concerne, plutôt à travers notre activité publique et à travers notre activité privée, même si vous avez les acteurs, j'en ai cité certains, qui s'intéressent à ces différents territoires, pas forcément tous, mais un certain nombre. Après, nous, pour parler plutôt de développement durable, effectivement, on va plutôt traiter ces thématiques-là à travers tous le sujet de la transition énergétique, qui est vraiment au cœur du mandat de l'AFD, et pas seulement de l'AFD Outre-mer, mais de l'AFD globalement. Oui, au sens national et international. Plus dans une détail, démission de l'AFD originelle, oui, voilà. tout à fait. Je peux y revenir plus tard, si vous voulez, sur l'outre-mer en particulier, sur tout ce qu'on fait sur la transition énergétique, mais je ne sais pas si c'était votre question ou pas. Vous pouvez y aller. Un peu sur l'activité vraiment de la transition énergétique dans les outre-mer. Ouais, qu'est-ce que vous faites vraiment? En fait, c'est vraiment au cœur du mandat de l'AFD, et je dirais, pour vous donner quelques exemples concrets, et d'ailleurs certains de ces projets, on les finance aux côtés de la BRED, pour illustrer mon propos de tout à l'heure, mais au cours des dernières années, pour vous donner quelques exemples, on a financé un projet l'année dernière, en 2025, on a financé un projet de géothermie en Guadeloupe, bouillante.
On a financé également un projet de stockage d'électricité en Nouvelle-Calédonie avec Akio. En 2024, un projet très innovant avec la Brel aussi en Guyane une centrale biomasse à partir de bois immergé dans un lac de barrage, qui s'appelle Triton Petit Saut avec Voltalia. En 2023, avec Albioma, un projet de valorisation énergétique à La Réunion. Voilà, donc ça fait vraiment partie de votre ADN. Et vous, Jérôme Perrin, en préparant cet échange, vous constatiez, vous évoquiez des retards dans le domaine de l'investissement public, dans le domaine du développement durable. Est-ce que parfois vous vous sentez un petit peu seul et vous vous dites qu'on devrait quand même être accompagné un peu plus lourdement par la puissance publique, parce qu'en fait on est les seuls à prendre notre risque, tout simplement? Alors on prend le risque sur la partie financement, on le prend avec l'AFD, mais sur le sujet de la transition énergétique, c'est sûr que nos territoires recèlent d'opportunités de développement, ce sont de vrais relais de croissance pour les économies et il y a beaucoup d'investissements à apporter. Et c'est certain que dans le cadre de l'indépendance énergétique que l'on peut aller rechercher, celle-ci, dans les Outre-mer, on l'a évoqué ce matin dans aussi quelques interventions, et là, notre portée est très certainement, il faut aller plus loin, très certainement, il faut être plus ambitieux dans les projets, et certainement également, il faut rassurer sur le cadre d'investissement à la fois fiscal, mais à la fois sur le cadre opérationnel, de manière à ce que toutes les opportunités soient poussées, soient accélérées. Et évidemment, les banques commerciales, l'AFD et d'autres, on sera là pour accompagner les porteurs de projets, pour les financer et pour concourir à cette transition énergétique. Je pense que là-dessus, on a encore des efforts à faire, mais tu l'as dit, Arnaud, il y a beaucoup de projets qui sont déjà financés, certains très ambitieux, et celui de la géothermie en Guadeloupe est même exemplaire au niveau national. Probablement, c'est l'une des plus grosses structures de géothermie qui est sortie de terre. Et en fait, là encore, il faut porter ce message positif sur les Outre-mer. Et c'est ce que l'on veut dire, nous aussi, acteurs du financement, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités et beaucoup de beaux projets qui se réalisent et de beaux acteurs qui les portent en Outre-mer. Une petite question qui fâche de ma part. Est-ce que vous verriez, vous, en tant qu'acteur du financement, financer des projets tout simplement d'exploitation de ressources fossiles ou quoi que ce soit? Parce que dans certains territoires ultramarins, après tout, on se dit on est toujours sur une nappe d'or. Voilà. Est-ce que vous seriez un peu embêté par de tels financements côté FD? Alors moi, je peux vous répondre tout de suite. Nous, on ne peut pas financer ces projets, les projets d'énergie fossile. Ça fait partie de notre liste d'exclusion, puisqu'on a placé notre mandat sur la transition énergétique. Et en fait, mais vous soulevez un point important, c'est pour compléter ce que dit Jérôme. Ce qui nous intéresse en finançant ces projets, qui sont innovants technologiquement, etc., mais c'est essentiellement les impacts. Et les impacts, en fait, ils sont de trois natures. On a d'abord, on contribue en finançant des projets d'énergie renouvelable à l'autonomie énergétique de ces territoires, parce que vous n'avez pas besoin d'importer du fuel pour faire tourner des centrales thermiques quand vous avez des projets d'ENR. Le deuxième, c'est qu'on contribue à la réduction du coût de production de l'énergie électrique grâce à la baisse des coûts de ces technologies, parce que, une fois de plus, vous n'avez pas besoin d'importer du fuel et donc de dépendre des cours du pétrole. Et puis évidemment, dernier point, et non des moindres qui nous intéresse, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en fait, effectivement, on aura toujours besoin... il semble qu'on aura toujours besoin, en tout cas, d'une base d'énergie stable. Donc, ça passe souvent par des énergies fossiles. Mais la part d'énergie fossile dans ces territoires insulaires est encore importante, mais elle ne cesse de décroître grâce à ces investissements. Et est-ce que la BPI, pour le coup, peut faire cette activité-là, ou ça fait aussi partie de leur statut? Il me semble qu'eux ont plus de marge de manœuvre. Je ne l'ai pas en tête. Je ne sais pas si ça fait partie de... On demandera à la BPI. Pour conclure, messieurs, avant de prendre quelques questions du public, je voulais vous parler très rapidement du potentiel de ce qu'on a appelé les jeunes talents dans les territoires ultramarins. Cyril Comte, vous, est-ce que ça a été une problématique de recruter des jeunes en vous disant que on fait partir certains jeunes qui vont étudier dans l'Hexagone et on ne les retrouve jamais sur le territoire ultramarin? Comment vous faites pour les débaucher peut-être de l'Hexagone, pour les faire revenir? Est-ce que selon vous c'est un des enjeux? Je me permets juste de rebondir sur ce que vous venez de dire sur la transition énergétique. Je travaille dans l'automobile, donc se déplacer, c'est un élément clé. Aujourd'hui, on n'a pas de plan pour se déplacer dans la durée. On est dans le cadre général national et il n'y a aucune singularisation. Alors, on parle beaucoup de singularisation, d'habilitation, etc. Mais ça, on a tout à fait les moyens
dans le cadre actuel, de réfléchir à où on va. Moi, mon groupe est particulièrement engagé justement dans le calcul de son bilan carbone. On est probablement le seul groupe de distribution automobile en France à calculer un bilan carbone complet, scope 1, scope 2, scope 3, pour comprendre ce qui se passe et ce qui va se passer. Il n'y a pas de planification aujourd'hui sur les mesures à prendre et il se trouve que les ultramarins payent beaucoup plus de malus que les métropolitains parce qu'ils utilisent beaucoup moins de bonus. Donc cet enjeu de l'électrification, on est face à des apories potentielles auxquelles personne ne réfléchit pendant qu'on discute de projets assez théoriques autour de... Et c'est légitime et c'est utile, et notamment pour accompagner le développement de territoires qui sont voisins. Ça renvoie à l'attractivité pour les jeunes. C'est un sujet auquel je suis particulièrement attaché parce que certains dans la salle peut-être se souviennent que j'ai créé avec François Brichand la journée Outre-mer Développement qui a eu lieu à peu près tous les ans et tous les 2 ans et ensuite tous les ans ou tous les 2 ans ensuite tous les ans ensuite tous les 2 ans jusqu'en 2017 pour faire un pont entre le monde économique, social et politique des Outre-mer avec la diaspora des talents. Beaucoup de gens qui sont ici, notamment beaucoup de gens qui réfléchissaient à est-ce que je peux revenir travailler en Outre-mer. Avec, à travers ces journées, la dernière ayant réuni 2500 personnes à la Bourse du Commerce, beaucoup de cadres aujourd'hui qui travaillent dans les Outre-mer sont rentrés par ce canal pour rejoindre des groupes. Mais il ne faut pas oublier que pour rentrer, il faut quand même rentrer dans un environnement sécurisé. Rentrer, c'est pas facile. Et ça dépend largement des opportunités de carrière disponibles et des employeurs possibles. De ce point de vue-là, il est important, parce que la diaspora des talents des Outre-mer, elle est impressionnante en métropole. Des gens très diplômés, des gens avec énormément de compétences, auxquels, effectivement, à l'époque, on ne parlait pas. Et auxquels je m'inquiète du fait qu'on ne parle plus beaucoup. Depuis lors. Or, ce genre de réunion, et je tiens à vous en remercier, parce que des réunions où la diaspora peut parler à des décideurs ultramarins, il n'y en a plus beaucoup. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout est lié. Il nous faut une économie dynamique et florissante pour intéresser, pour attirer. Et après, c'est vrai que former localement, c'est clairement un plus et c'est peu fait aujourd'hui. Justement, Jérôme Perrin, j'allais vous donner la parole sur ce sujet avant qu'on prenne quelques questions de la salle. Oui, mais pour compléter ce que tu dis, Cyril, sur l'attractivité des territoires, sur les besoins des territoires et sur la jeunesse, nous, on a porté à la BRED un partenariat avec l'Institut Choiseul pour mettre en évidence les jeunes entrepreneurs qui ont moins de 40 ans, qui font aussi la vitalité économique des entreprises et du tissu entrepreneurial en Outre-mer. C'est une façon de montrer aussi qu'on peut se développer en Outre-mer, qu'on peut entreprendre en Outre-mer quand on est jeune. Et il faut favoriser ce message, il faut donner envie aux jeunes de s'intéresser au métier de l'entreprise. Et pour ça, il faut aussi, je pense, travailler à rapprocher l'éducation, les collectivités, le monde entrepreneurial pour qu'on crée des filières localement, des filières qui soient adaptées aux besoins des chefs d'entreprise et qui certainement amélioreront la situation du marché du travail et éviteront aussi que nos jeunes quittent les territoires. Boris. Merci à tous les trois. Déjà, on peut vous applaudir. Et on va profiter de votre présence pour poser des questions, madame, et ensuite il y aura monsieur derrière. Bonjour, merci pour ce talk. Je suis Shirley Bio, je suis entrepreneur martiniquaise. Je connais les difficultés de l'entrepreneuriat parce que moi, je suis partie de rien. J'ai fait appel à beaucoup d'aides publiques, notamment de la CTM, du FEDER, et je suis là aujourd'hui la seule lauréate, ma première usine de la BPI, puisqu'on a un projet industriel de développement en Martinique. Déjà, je suis un peu surprise, je dois vous avouer, parce que le sujet, c'est comment libérer les potentiels économiques. Et j'aurais aimé avoir à cette table ronde peut-être plus de diversité dans les intervenants, parce qu'on ne s'y retrouve pas forcément quand on est entrepreneur, jeune entrepreneur. Ça, déjà, c'est quelque chose... En plus, je suis une femme. Donc déjà, la table ronde, je la trouve un petit peu masculine. Et ça, malheureusement, dans mon parcours d'entrepreneur, c'est quelque chose que je retrouve très souvent. Dans le milieu bancaire, je suis souvent face à des hommes. Donc je dois toujours passer
les steps, le côté péjoratif d'être une femme, où parfois on me pose des questions qui me surprennent parfois. En plus, une femme, entre guillemets, exotique, ça peut aussi être aussi un frein. C'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup, il faut le dire, parce que si on est là pour libérer la parole, c'est important d'expliquer que c'est compliqué d'être entrepreneur. Parce que déjà, il faut qu'on vous prenne au sérieux. Je trouve dommage que, pour moi, le potentiel économique, c'est sortir des business traditionnels. Pardon Cyril, je respecte ton métier. C'est... Je pense que je parle pour plusieurs personnes. On a envie d'aider nos territoires à se développer. Vraiment, on est motivés. C'est difficile pour nous parce qu'on n'a pas les fonds propres. On n'est pas les bonnes familles. Il n'y a pas de fonds d'investissement. Donc, on a besoin de l'État. L'État joue son rôle. Franchement, moi, je suis un très bon exemple. L'État joue son rôle, mais il a une limite. C'est que l'État ne peut pas donner les fonds propres. Donc, moi, je peux avoir des subventions, mais si on n'a pas un pourcentage de fonds propres, on ne peut pas les débloquer. Je pense que franchement, l'État fait vraiment son rôle. La CTM aussi, hein, enfin les collectivités le font aussi. Je pense que ce qui manque, c'est deux choses. C'est que le monde économique privé devrait aider une nouvelle génération d'entrepreneurs à émerger parce qu'on a des projets différents. Moi, je fais de l'éco-extraction, je fais de la chimie verte. Donc, on fait de l'extraction sans solvants chimiques et nos marchés sont pas locaux. Moi, je vends à d'autres pays. Moi, je signe des contrats avec l'Asie ou avec les États-Unis. Donc, en fait, c'est une terre d'ancrage, mais nos marchés sont internationaux. Ce qui manque aussi, c'est le soutien bancaire. Pardon, Monsieur Perrin. J'ai envoyé un email d'ailleurs hier à la BRED. Je veux bien qu'on en parle. Mais le relais bancaire, c'est aussi important parce qu'aujourd'hui, les banques financent beaucoup, mais beaucoup les mêmes entreprises. Et quand vous venez de petites structures, vous parliez tout à l'heure de TPE, qui n'ont pas beaucoup de fonds propres, mais qui ont des aides, France 2030 ou des aides de la CTM, c'est comment vous pouvez les aider à soutenir, enfin, vous voyez, ce petit levier là dont on a besoin des banques, en fait, puisque les fonds ne viennent pas chez nous, en fait. Et je pense que libérer les potentiels, c'est si vous pouviez faciliter l'émergence et l'arrivée de nouveaux entrepreneurs qui ont envie de développer leur pays, en fait, ce serait super. Voilà. Merci. Jérôme, vous voulez réagir peut-être, vu qu'on vous a interpellé? Non, mais bonjour. Et enchanté de se rencontrer physiquement, puisqu'on se parle un petit peu à distance depuis quelques temps. D'abord, vous rassurer, 70% du personnel de nos établissements sont des femmes. Donc, on tâchera de vous mettre en relation avec elles. Et elles font partie intégrante et elles sont majoritairement, d'ailleurs, représentées dans tous nos comités de direction dans l'ensemble des territoires. Vous avez certainement raison. On doit accentuer aussi le regard qu'on a sur des projets ou des secteurs d'activité qui sont nouveaux, c'est certain. Et sur le financement de manière générale, on ne l'a pas dit, mais les Outre-mer sont des grands promoteurs de création d'entreprises. Hein. Donc il y a un niveau de création d'entreprises plus important de jeunes chefs d'entreprise en Outre-mer que dans l'Hexagone. Et on les accompagne beaucoup. Alors après, effectivement, il y a des secteurs d'activité qui peuvent être plus complexes à cerner, plus complexes à accompagner, où il faut structurer l'accompagnement en termes de financement. Vous parliez de fonds d'investissement, certainement. Sachez que nous-mêmes, à la BRED, on renforce notre regard sur ces modalités de financement. On regarde de plus en plus de dossiers sur lesquels on peut ou on pourrait investir, nous, BRED, directement en fonds propres dans ces entreprises pour leur permettre de passer un cap. C'est pas du fonds d'investissement, puisqu'en réalité, c'est la BRED, mais c'est des modalités de financement nouvelles. Et évidemment, j'aurais un intérêt tout particulier pour suivre l'évolution de votre dossier en essayant de contribuer au mieux à son financement et en tout cas à sa réussite. On va prendre une dernière question ici et ensuite je vous invite à nouveau, étant donné que le fait qu'il y a beaucoup de tables rondes qui s'enchaînent, n'hésitez pas à venir voir ensuite nos contributeurs juste après, leur poser en direct vos questions. On s'en excuse par avance parce que le timing est toujours un peu serré. Monsieur, on vous écoute. Bon, messieurs, bonjour. Monsieur Jérôme Perret, on a l'occasion de discuter, hein, c'est monsieur Clément Puy l'année dernière. C'était par rapport à un centre de recherche... Rapprochez bien le micro qu'on vous entend. Oui, c'était par rapport à un centre de recherche pour le cancer en Martinique. On m'avait envoyé vers monsieur Stéphane Timbert. Bon, je n'ai pas trop eu de retour. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous connaissez monsieur Hervé Lelange? Oui, la BPI, le je lui ai envoyé oui. des projets par rapport à l'archipel Caraïbes parce que bon, j'étais en Martinique l'année dernière, en février. Et là, en Floride, je reviens pour trouver des investisseurs.
Eh bien, vous savez, je suis resté toujours au même point. J'ai discuté aussi avec monsieur Roland Picot. J'ai discuté aussi avec ce monsieur. Et l'objectif, c'est de savoir s'il y a une possibilité, que je vous montre l'amélioration de mes projets, pour voir s'il y a une possibilité d'être financé. Parce qu'il y a pas mal de porteurs de projets aussi ici. On n'a pas d'aide au fait. On nous écoute. Monsieur Xavier Bertrand, je lui ai envoyé les projets aussi. J'ai eu l'occasion d'écrire, à l'époque, c'était l'ancien ministre des Outre-mer, monsieur Valls. Là, j'ai vu ce matin la nouvelle. Ce que vous soulignez, c'est qu'il y a des difficultés d'accéder à tout ça. Voilà, c'est pour ça que vous on peut interpellez. avoir des projets, peu importe les projets, mais on n'est pas suivi du tout, de A à Z. Alors, on sent qu'il y a un besoin, parce que la salle bruisse de ça, donc c'est quelque chose qu'on adressera d'ailleurs pour la prochaine édition. On a tout ce qu'il faut, j'ai même les projets avec. Bon, on va les laisser répondre, mais je rappelle, ils sont pas loin, ils sont juste là, vous pourrez aller les voir après. C'est pas un piège, messieurs. On va jouer le mauvais rôle, on va jouer le rôle. On va jouer le rôle d'entremetteur. On va devoir malheureusement conclure cette table ronde pour ne pas empiéter sur les autres tables. Et donc je vous invite vraiment à vous rapprocher d'eux à présent. Juste un petit mot, vous souhaitez répondre Non, mais si votre projet évolue favorablement, on est en contact avec la BPI, on est en contact avec l'AFD, on est en contact avec l'ensemble des acteurs qui aident aussi des projets structurants à émerger. Souvent, ça prend du temps. Si vous n'avez pas été reçu, je regarderai ça avec attention. Mais je pense qu'effectivement, ce que vous soulignez, et ce que Charlet, c'est ça, soulignait également, et je le disais, c'est qu'il faut mettre autour d'une table beaucoup d'acteurs, parfois pour faire émerger des projets qui peuvent être nouveaux. Et les banques commerciales jouent leur jeu, je l'ai dit. Pour la BRED, c'est 1 milliard d'euros de financement décaissé durablement, 5 milliards d'euros d'encours de crédit sur l'ensemble des entreprises. C'est une présence qui est relativement soulignée chez les petits, moyens et grandes entreprises. On est présent au début, on est présent quand les entreprises grandissent. On est présent sur le temps long, puisque ça fait 40 ans qu'on est présent, 40 ans qu'on investit, et on est présent quand ça va moins bien. Parfois, il y a des dossiers qui sont plus complexes à sortir. Probablement, il faut qu'on soit plus présent quand ils sont plus complexes. J'entends vos messages, mais je veux souligner ici l'engagement plein et entier et sur des niveaux d'investissement importants et durables de la BRED. Et la BRED saura répondre dans la durée aux enjeux de l'outre-mer. Merci à tous les trois, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes pour aborder un sujet original à grande portée juridique, mais aussi philosophique, le droit au bonheur des populations ultramarines. À tout de suite.